12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voilà les titres. La question des licences de pêche à l'origine des tensions à Saint-Louis. 33 personnes arrêtées après de violentes manifestations pour réclamer les licences de pêche. 400 sont disponibles avec des interdits consignés, un engagement signé pour éviter les mésententes dans les eaux mauritaniennes. Grève générale ce vendredi des techniciens et travailleurs de l'agriculture, des conditions de travail difficiles, des bâtiments administratifs vétustes. Le SYNTAS crie au ras-le-bol, alerte l'État du Sénégal et menace de passer à la vitesse supérieure si aucune solution n'est trouvée. Les réactions du secrétaire général à suivre dans ce journal. PCCI Sonatel, la tension va crescendo et comment les ex-employés du PCCI ne baissent toujours pas les armes. 404 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 14 mois de salaire. C'est ce qu'ils réclament à la Sonatel. Face à la presse ce matin, ils ont dénoncé les manquements notés dans le traitement de leur dossier. L'administration sénégalaise pointe du doigt les précisions de Adji Fatou Barry à suivre également. Sur l'international, au Burkina Faso, première reconstitution hier de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Épidémie de coronavirus en Chine, le bilan monte à flèche. 116 nouveaux décès annoncés ce matin dans la province de Hubei. Un sport basketball, la saison débute demain samedi. La fédération annonce des dispositions pour une saison apaisée. L'instance a rencontré les parties prenantes. La page culture sera l'affaire de Amadou Moustapha Dian. La revue de presse de Adja Khabsa Ilmanouane va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Je vous dis bonjour et bienvenue. La question des licences de pêche à l'origine des tensions à Saint-Louis. 33 personnes arrêtées après de violentes manifestations pour réclamer les licences. 400 sont disponibles avec des interdits consignés, un engagement signé pour éviter les mésententes dans les eaux mauritaniennes. 400 licences remises aux pêcheurs en début de semaine pour leurs activités en toute légalité dans les eaux mauritaniennes. Des pêcheurs qui ont signé cette année un engagement pour respecter les interdits afin d'éviter les éternels arraisonnements, amendes et arrestations, source de tension entre Dakar et Nouakchott. 10 points consignés pour fixer les interdits en Mauritanie, nous explique Amadou Faye, membre de la commission des licences, par ailleurs secrétaire général des mareyeurs. Dès que nous recevons les licences, il y aura moins d'arraisonnements. Il y aura moins de problèmes entre les deux pays. C'est la première remarque qui est plus importante. Je vous dis arrêtement, dit beaucoup de choses sur ça. J'ai une disposition, c'est-à-dire cette année-ci, il y aura une fiche d'engagement qu'on doit vous délivrer, le taux de la licence qu'il doit signer pour connaître les tenants et les aboutissants de la licence. Ce que la licence interdit et ce que la licence accepte. Les interdits, ce sont 10 points. 10 points rémunérés sur un document. Il y a des points très essentiels. La capture, qui est le plus important, la capture des mulets, qui nous a posé d'énormes problèmes. La capture des céphales et les autres espèces. On va essayer de maximum pour d'éviter cette capture. Ou bien voir quelle formule qu'on va payer les amendes. Puisque dans la pêche, quand tu jettes ton filet, tu peux attraper des mulets, tu peux parler du sardelle, tu peux parler des Saint-Charles, comme on l'appelle le Djaï, ou bien du macaron. Là, ces 3 espèces-là ne sont pas interdites. Mais à part de ces espèces-là, il y a d'autres espèces qui sont interdites. Les pêcheurs ont été bien informés sur les interdits. Les autorités insistent donc sur le respect des dispositions, dont l'immatriculation pour éviter les difficultés. 33 personnes, dont des pêcheurs, des mineurs, sont présentement placées sous mandat de dépôt à Saint-Louis après une violente manifestation pour réclamer des licences, d'où l'intérêt selon les autorités de respecter les règles pour éviter les manquements. Issegnan, grève générale ce vendredi des techniciens et travailleurs de l'agriculture. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail et la vétusté des bâtiments administratifs. Selon le secrétaire général du SYNTAS, ils vont observer ils ont observé ce mouvement d'humeur pour sensibiliser l'opinion publique et alerter l'État qui doit réagir face à leur situation. Samba Gueye, il se nomme, il est au micro de Khabsa Ilmanouane. Ce qui motive cette grève, c'est que nous sommes victimes d'une injustice sociale dans la mesure où nous sommes des agents de l'État qui sont les plus mal payés au niveau de l'administration sénégalaise. Figurez-vous qu'un hiérarchie A1, ingénieur agronome, peut être payé à moins de 300 000 francs par mois. Ça veut dire 220 000 francs, 250. Un agent technique d'agriculture à 100
40 000 francs. Comment un chef de famille peut-il travailler dans ces conditions? Et aussi, au niveau de nos services, les bâtiments sont vétustes par la date de l'époque coloniale. Il n'y a aucune réflexion qui est faite. Je me demande même où se trouve la protection civile parce que nous sommes tous temps menacés avec l'insécurité et la promiscuité. Et nous n'avons pas les moyens logistiques requises. Vous prenez une direction régionale de développement rural qui regroupe 3 divisions avec un effectif minimum de 10 à 20 personnes. Alors, dans cette direction, on n'a qu'un seul véhicule qui est peu fonctionnel. Et dans les services départementaux qui sont les moyens opérationnels du ministère, il y a des services départementaux qui n'ont pas de véhicules, qui n'ont même pas de bureau pour travailler. Et comment voulez-vous qu'on développe l'agriculture sénégalaise qui est le poumon économique de notre pays, dont 60% de la population active est employée par l'agriculture. Et notre sécurité alimentaire est menacée. C'est pourquoi nous disons quand même, nous avons réclamé depuis longtemps qu'on revoie nos conditions de travail, nos salaires, nos indemnités, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction de la part de l'autorité supérieure. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui déclenché une journée de 24 heures sans agriculture, grève générale au niveau national, dans tous les services départementaux, dans toutes les directions régionales, dans tous les centres de formation professionnelle, ce qu'on appelle les CIPA. Donc, c'est un mouvement général. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire entendre les producteurs qui sont les plus concernés. Pour leur dire que, attention, la manière dans laquelle nous sommes en train de travailler, nous sensibilisons aussi l'opinion publique, mais aussi pour dire à l'État que nous ne sommes pas prêts à reculer sur notre plan d'action. PCCI Sonatel, la tension va crescendo et comment le collectif des ex-employés du PCCI ne baisse toujours pas les armes face à la Sonatel. 404 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 14 mois de salaire, c'est ce qu'ils réclament face à la presse. Ils ont dénoncé les carences notées dans l'administration sénégalaise. La déclaration s'est tenue devant le siège de la Sonatel, à la VDN. Adji Fatou Barry. 14 mois d'arriérés de salaire, c'est ce que réclame le collectif des ex-employés du PCCI à leur ex-employeur, la Sonatel. Il s'élève à 404 millions. Et vous avez vu l'incongruité de la dernière décision de justice qui nous a fait venir devant les médias. Ils nous disent qu'il faut cautionner 500 millions avant de toucher 404 millions. Youssouf Ndaw, le porte-parole de ce collectif, dénonce la lenteur notée dans l'exécution des décisions de justice qui avaient alors débouté la Sonatel. D'honnêtes travailleurs qui sont restés 14 mois sans salaire, qui ont eu 3 décisions de justice favorables. Décision au tribunal du travail, décision au tribunal du commerce, décision du tribunal de grande instance en date du 27 passé. Et jusqu'ici, cette multinationale française de la France-Afrique, il faut la qualifier comme ça, refuse et use de dilatoires d'arguments, d'expédients pour ne pas payer ce qu'elle nous doit suite à ces condamnations. Pour se faire entendre, ils ont tout bonnement choisi le siège de la Sonatel pour faire leur déclaration. Nous avons choisi cette déclaration pour pointer du doigt les carences de l'administration de Macky Sall, en l'occurrence de la préfecture, les carences du ministère du Travail qui n'a rien fait jusqu'ici pour cette affaire, les carences d'un ministre de l'Emploi qui n'ose même pas faire une déclaration sur ce dossier qui interpelle, qui est au cœur de sa charge, eh bien, je n'en rajouterai pas. Youssouf Ndaw et ses anciens collègues du PCCI promettent ils vont continuer le combat, ceci pour que justice soit faite et qu'ils puissent entrer dans leur droit, celui de voir leurs 14 mois d'arriérés de salaire restitués. Adji Fatou Barry, la Falémé connaît une dégradation de la qualité de ses ressources en eau. Cet affluent du fleuve Sénégal est aujourd'hui menacé à cause de la pollution occasionnée par les activités d'exploitation artisanale et semi-mécanique mécanisée de l'or. Les berges sont affectées. Le maraîchage risque de recevoir un sacré coup. Les populations dénoncent et lancent l'alerte. La complicité de certains chefs de village également dénigrée. Une marche, grande marche d'ailleurs, sera organisée le 1er mars pour mettre un terme à cette situation. Boubacar Tamba. À Kidira et environ, les populations sont courroucées face à l'ampleur des dégâts subis par la Falémé. Les riverains de cet important cours d'eau pour le fleuve Sénégal, côté malien comme au Sénégal, diront en avoir assez. Opa Guiro est membre du comité de veille et d'alerte constitué à cet effet. Parce qu'avant, il y avait un orpaillage traditionnel qui ne créait pas de problème. Il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas de drague.
que c'est ça. Bon, maintenant, c'est des produits chimiques, des dragues. C'est l'exploitation semi-mécanique. Exactement. Et ça détruit tout le fleuve. Ça détruit non seulement le lit du fleuve, les berges, mais ensuite ça pollue l'eau. Et à terme, ça peut même conduire à l'assèchement du fleuve. Parce qu'ils ont mis des amoncellements de sable sur le bord du fleuve. Donc il y a des coupures au niveau du fleuve. Et ensuite, toute la faune, la flore est en train de disparaître. Quelqu'un me faisait remarquer qu'il n'y a plus de grenouilles le long du fleuve. Alors à cette époque, ils grouillaient sur le long du fleuve. Il n'y a plus de poissons. Les cultures maraîchères, les rendements ont chuté de plus de 60-70%. Et en plus, ça pose un problème de santé publique. Parce que comme l'eau est polluée, il y a des éléments chimiques, du cyanure, du mercure utilisé par les orpailleurs. Tout ça, ça peut se répercuter sur les produits maraîchers, etc. Donc c'est tout ça qui fait que le comité s'est mobilisé depuis 2 ans. Nous avons fait des tournées le long du fleuve, nous avons alerté les autorités. Et ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y a aussi la complicité de certains chefs du village. Mais ce serait peine perdue si la partie malienne n'a pas le même niveau de conscience aussi. Et on travaille main dans la main. Et on a déjà programmé de faire des tournées ensemble. Et disons même que les Maliens sont beaucoup plus réactifs que du côté sénégalais. Le 1er mars prochain se tiendra ici à Kidira une grande procession histoire d'inviter les pouvoirs publics centraux, maliens comme sénégalais, à mettre définitivement un terme à cette situation. Boubacar Tamba Kidira, Sud FM. Boubacar Tamba, quittons la Falémé, direction Boumi Keur Mandiaye, c'est dans la commune de Ndankhsen. Les populations réclament de l'eau potable pour la reprise des activités maraîchères. Les travaux de leur forage acquis dans le cadre du PUDC sont à l'arrêt. À cela vient s'ajouter le manque de sécurité, nous dit Adam Ndiaye. L'accès à l'eau constitue la principale difficulté des populations de la localité de Boumi Keur Mandiaye. Les travaux de construction de leur forage dans le cadre du plan d'urgence de développement communautaire PUDC sont à l'arrêt. Gadio Faye, chef de village de Boumi Keur Mandiaye. Ce qui est préoccupant dans notre localité, c'est l'arrêt des travaux du forage de Boumi acquis grâce au PUDC. On avait fait une délibération de 5 hectares pour le maraîchage. On avait réalisé une grille de protection ainsi que 5 bonnes fontaines. Depuis lors, rien n'a bougé. Pour aider un paysan, il faut mettre à sa disposition des intrants agricoles à temps, des semences et de l'engrais. Mais ce qu'on a remarqué ces dernières années ne peut pas développer l'agriculture. Il s'agit de donner à chaque ménage 20 à 40 kilos. L'insécurité est devenue galopante au niveau de cette partie du département de Diourbel. La commune doit retrouver sa sécurité. Il y a de nombreux cas de vol de bétail. L'État doit renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie. Il y a des voleurs qui sont souvent armés jusqu'aux dents et n'hésitent pas à tirer à balles réelles. On se souvient de ce commerçant qui avait été dépossédé de 5 millions de francs au niveau du village de Paï. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Viol, abus sur mineurs au Sénégal, le dernier cas, donc celui de Rosso, une fille de 4 ans a été ligotée, violée et tuée. Des cas qui peuvent arriver à tout moment et à des endroits où on s'y attend. Pas du tout, selon le professeur Lamine Fall, pédopsychiatre. Il faut beaucoup de vigilance chez les tuteurs car il n'y a pas de profil particulier qui caractérise les pédophiles. Donner de la valeur aux paroles des enfants et les aider à exprimer leurs angoisses peut les préserver des griffes des prédateurs selon le pédopsychiatre. Les détails avec Marie-Rosalie Ndiaye. Les viols et autres abus sur mineurs se passent le plus souvent dans les milieux et moments où on s'y attend pas du tout. Pour le professeur Lamine Fall, pédopsychiatre, il faut tout simplement rester vigilant. Le danger, c'est lorsqu'on s'y attend pas. Et l'agression, c'est possible partout. Et c'est surtout encore plus à craindre là où on s'y attend le moins, c'est-à-dire là où les enfants sont censés être protégés et par les personnes même qui sont censées les protéger. Il faut rester vigilant dans la mesure où les pédophiles n'ont pas de profil particulier. D'emblée, nul n'est blanchissable, selon le professeur Fall. Oui, il n'y a pas de profil particulier. Disons, il n'y a personne qui est censé être, blanchissable d'emblée. Donc, je pense qu'effectivement, il faut surtout veiller à ce que les enfants soient dans des conditions de sécurité, minimales. Donc,
qui se retrouvent pas souvent seuls avec un adulte. C'est pourquoi, estime le pédopsychiatre, il faut préparer les enfants à pouvoir exprimer leurs angoisses à tout moment et quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que ils peuvent se confier, ils peuvent dire des choses et ce qu'ils disent est important. Parce que très souvent, malheureusement, on banalise et même on trouve que ce qu'ils disent, voilà, c'est quoi. Non, il faut vraiment donner beaucoup d'importance à ce qu'ils disent, les écouter et aller au-delà donc de l'écoute pour intervenir éventuellement pour s'occuper de leurs soucis. C'est déjà donc qu'ils soient capables d'atteindre ça. Et effectivement, ça risque de se passer plus facilement. Donc. Au-delà de l'écoute, les parents doivent aussi faire comprendre à leurs enfants les normes qui régissent notre société. Il faut vraiment lui montrer qu'il y a des lois. Il y a des lois qui protègent tout le monde et qu'un adulte ne peut pas faire ce qu'il veut. Important parce que certains enfants ont l'idée que les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Les viols et abus perpétrés sur les enfants peuvent survenir à tout moment et dans des endroits où on s'y attend pas du tout. Donner de la valeur à ce que disent les enfants et éviter de les mettre dans des situations isolées peut permettre de les sauver des mains des prédateurs sexuels, selon le professeur Lamine Fall. Marie-Rosalie Ndiaye, vous l'avez donc dit, en termes de prévention, il faut éviter les situations qui favorisent les viols et autres abus sur les enfants, éviter de les mettre en isolement, donner de la valeur à ce qu'ils disent, mais aussi leur inculquer les normes qui régissent la société sénégalaise. Les précisions du professeur Lamine Fall, pédopsychiatre au centre Kër Xale Yi de Fann, avec Marie-Rosalie Ndiaye. Les abus concernent les enfants à tous les âges, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. Donc, disons, dans les rencontres qu'on a eues, en tout cas cliniques, ici dans notre clinique, on a eu tous les âges. On a des enfants de moins de 2 ans, parfois qui est abusé, accouché parfois. Donc, c'est vraiment, disons, une éducation qu'il faut apporter aussi bien aux enfants, mais aussi aux adultes. Et surtout en termes de prévention, il faut réduire les conditions qui peuvent favoriser cela. Et l'essentiel, c'est surtout d'éviter que ces enfants ou adolescents soient seuls dans des situations isolées, donc avec pour les aider à éviter d'être dans cette situation. Je pense que c'est déjà la position des enfants dans le système social, c'est-à-dire la valeur qu'on donne à leur parole. Donc, il faut bien que les enfants se rendent compte que les adultes qui sont autour d'eux, parce qu'il y en a plusieurs, heureusement, sont prêts à les écouter. C'est-à-dire que leur parole a de la valeur. Et que quoi qu'ils disent, on va pas dire non, c'est toi, tu racontes n'importe quoi. Donc, et par rapport à l'agresseur, généralement, ils cherchent, disons, à faire le secret, parce qu'effectivement, c'est les conditions de secret. Donc, disons, secret partagé entre l'agresseur et de la victime. Donc, il faut bien que dans toutes les situations, on puisse demander aux enfants de pouvoir toujours, quand on les invite à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, de dire je vais demander à mes parents, mais je vais dire à mes parents, en fait, la personne qui s'occupe de lui. Certains même peuvent trouver banal à un moment, disons, ce qui s'est passé, mais au fur et à mesure qu'ils comprennent, ça devient très traumatisant. Comme on dit, c'est un après-coup quelquefois très difficile. C'est-à-dire que ça s'est passé des années avant, mais au moment où ils réalisent que ça ne devrait pas se passer, mais c'est la catastrophe. Donc, une rupture dans son développement, quelque chose, des perturbations au niveau de la scolarité à plusieurs niveaux. Donc, quelquefois les familles ou les personnes qui sont proches de ces enfants-là, ou adolescents même parfois, ne comprennent pas ce qui se passe. Et puisque quelquefois on risque de ne pas les croire, on risque de ne pas les écouter, et quelquefois ils passent à l'acte, ils peuvent se suicider, pour choses dangereuses pour eux ou pour les autres. À l'instant, les précisions du professeur Lamine Fall, pédopsychiatre au centre Kër Xale Yi de Fann à Fann, où il fait exactement 12h20. Même heure si vous êtes au Burkina Faso, GMT +7 si vous êtes en Chine, ou vous pouvez nous écouter via www.surfmsenradio.com. Burkina Faso, la procédure judiciaire dans le cadre de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara se poursuit. Hier jeudi, le tribunal militaire de Ouagadougou a procédé à la reconstitution de l'assassinat du père de la révolution et de ses compagnons. Les survivants, témoins et inculpés ont participé à cette reconstitution. Objectif, retracer le parcours de chaque protagoniste, voir la vraisemblance ou non des différentes versions de certains faits.
En France, c'est un coup de théâtre. Dans la campagne des municipales, le candidat de la République en marche pour la mairie de Paris retire sa candidature dans le but de protéger ses proches après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, a-t-il annoncé en tout cas ce vendredi. Benjamin Griveaux dénonce ce qu'il appelle des attaques ignobles mettant en cause sa vie privée. Depuis jeudi soir, une rumeur se propageait sur les réseaux sociaux sur une vidéo intime diffusée sur Internet. Les derniers sondages le plaçaient à la 3e place derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati avec 16% des intentions de vote. Toujours en France, et c'est pour parler du coronavirus, fin de la quarantaine pour les premiers Français rapatriés de Chine. Au total, ce sont 181 personnes qui étaient confinées dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet depuis le 31 janvier. Ils sont sortis ce matin. 44 resteront encore confinés dans le même centre de vacances et 113 autres à Aix-en-Provence dans la même région. Et puis en Chine, le bilan de l'épidémie monte en flèche. Les dernières infos font état de 116 nouveaux décès dans la province de Hubei. Le nombre total de morts en Chine est passé à 1423. Plus de 64 600 personnes ont été contaminées dans le pays depuis le début de l'épidémie. Parlons sport. Et c'est avec vous, El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Bonjour Babacar. Nous ouvrons par le basket avec les changements au sein de l'encadrement technique des Lions. Boniface, donc nouveau coach, il remplace Fisac de Diego, indisponible. Les adjoints de Boniface seront connus sous peu. Les explications du directeur technique national, Moustapha Gaye. Je pense que c'est suite à la non-disponibilité de Porfirio. Comme vous l'avez dit, nous avions beaucoup de demandes de travail au niveau de la fédération, d'entrée étrangers, mais nous avons choisi de faire confiance à l'équipe nationale. Et je pense que Boniface est vraiment qualifié pour faire le boulot correctement. Donc nous avons fait confiance à Boniface. Voilà, c'est important. Est-ce que vous étiez au courant de l'indisponibilité de Fisac de Diego? Non, il avait déjà donné son accord pour travailler avec nous. C'est après qu'il est revenu sur sa décision pour nous dire qu'il est disponible cet été. Qui seront les adjoints de Boniface donc? Nous sommes en train de travailler sur son premier assistant. Et dans les semaines à venir, on va le communiquer. Mais Mamadou Gueye Pabi de la douane va être le deuxième assistant et il va se charger toujours de gérer les fenêtres plus bas. Est-ce que les objectifs restent les mêmes? Oui, c'est toujours la même chose. Je pense que nous sommes un pays de basket. Nous avons la mission de revenir sur le toit de l'Afrique. Et Boniface est conscient de sa mission. Il est très motivé. Donc nous tous derrière lui pour atteindre les objectifs. Toujours en basket avec la saison qui débute demain, la fédération a rencontré les parties prenantes pour une saison apaisée. Toutes les dispositions sont prises selon le chargé des compétitions à la fédération sénégalaise de basket Atoumane Gaye. On jouera samedi et dimanche sur tous les camps du Sénégal. Et déjà les dispositions ont été prises. Au niveau de Maréchal, le parquet non seulement a été refait, le parquet a été refait. Nous avons aussi discuté avec les équipes. Le serviteur aussi nous a envoyé une correspondance au serviteur qui viennent tôt parce que nous jouons en week-end. Vraiment, c'est match qui vont se jouer dans de bonnes conditions et comme on l'avait dit toujours, au niveau des équipes, donc l'équipe qui reçoit donc, va se mettre à gauche par rapport à la table officielle. Donc ces équipes-là seront avec leurs supporters. Mais l'équipe qu'on reçoit se mettra à droite par rapport à la table de marque et avec ses supporters pour un problème de sécurité. Voilà. En tout cas, ça va être le grand souhait pour que vraiment que nous jouons avec zéro violence. Et nous l'avons expliqué vraiment aux supporters, aux entraîneurs et aux capitaines d'équipe vraiment que cette année-ci, qu'il y ait zéro violence. Ensuite, au niveau de la direction du stade, le directeur de stade a pris toutes les mesures nécessaires pour que tous les matchs se déroulent dans de bonnes conditions, à des heures normales. Et en ce moment-là, je pense qu'on pourrait espérer avoir une zéro violence pour cette saison 2019-2020. Et puis nous parlons de football avec la 10e journée qui débute demain, la Ligue 1, un seul match au programme, Djaraf contre Ndiambour. Les autres matchs sont prévus dimanche. Présentation de cette journée avec Odile Minkilan. Djaraf Ndiambour, c'est l'affiche qui démarre la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise ce samedi. Actuellement au pied du podium avec 14 points au compteur, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites, les Médinois accueillent les Ndiambour, 11e au classement, très décisif à domicile mais faible à l'extérieur. Cette journée sera bouclée le dimanche. NGB qui s'est relancé avec maintenant 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites va en découdre avec le leader Teungueth FC, toujours invaincu en championnat. AS
Pikine, malmené par Union Sportive de Gorée la journée précédente, reçoit Stade de Mbour, actuellement dans la zone rouge du tableau avec 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. L'AS Douane, qui complète le podium, sera en déplacement au sud du pays pour faire face au Casa Sport. Union Sportive de Gorée, après sa 3e victoire, tentera de confirmer face au CNEPS de Thiès cette 10e journée. Le derby mbourois oppose Mbour Petite Côte au Djambar de Saly. Dakar Sacré-Cœur tentera de poursuivre ses séries de victoires face à Génération Foot qui a enregistré 4 défaites à domicile cette saison. Odile Minkilan pour la Ligue 2. Voici le programme de la 10e journée. Samedi, Amitié FC Renaissance, Thiès FC Guédiawaye, suite dimanche, Duc Linguère, Wakam Diamono Fatick, Sonacos contre Port, et puis fin lundi avec Demboudou contre Port Autonome contre Africa Promo Foot. La finale de la Supercoupe CAF se joue ce vendredi à Doha, Zamalek contre Espérance de Tunis. En marge de cette finale, la CAF prévoit une réunion de son comité exécutif. C'est pour entériner la feuille de route 2020-2021 qui prendra en compte les différentes recommandations. Une communication régulière et transparente permettra à tous les observateurs de juger les progrès réalisés selon un communiqué de la Confédération africaine de football. Par ailleurs, les recommandations contenues dans un document en 100 points portent sur les domaines, les statuts de la Confédération africaine de football, le partage du pouvoir entre le comité exécutif et l'administration, la suppression du comité d'urgence et une meilleure gestion financière. C'est tout, Babacar, pour cette page des sports. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye. À présent, la page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Il a bruiné le soir du baiser volé. Depuis, chaque goutte d'eau qui tombe me fait penser à toi. Saint-Valentin oblige, aujourd'hui nous avons eu un entretien avec le poète sénégalais Assane Dian, auteur de 2 recueils de poèmes, à savoir Première pluie et Semaille. Nous avons tenté de percer avec lui à travers sa poésie le mystère de l'amour. Assane Dian, bonjour. Bonjour Moustapha. Assane Dian, vous êtes poète. Aujourd'hui donc nous sommes le 14 février, journée de la Saint-Valentin. Qui parle de Saint-Valentin parle d'amour et aussi des poètes qui sont, dit-on, donc les premiers amoureux sur Terre. Alors, peut-on savoir donc comment est-ce que vous-même en tant que poète vous traitez de ce thème-là, de l'amour dans votre écriture? Le thème de l'amour, je dirais, est un thème central dans ma poésie. On ne peut pas, je pense, évoquer la poésie ou évoquer autant pour moi une œuvre de création sans pour autant parler d'amour. Aussi bien l'amour du créateur, l'amour du poète lui-même envers son œuvre, envers sa création, l'amour fil rouge de toute création poétique, que ce soit l'amour filial, que ce soit l'amour charnel, que ce soit l'amour que nous éprouvons simplement pour les idées, pour nos habitudes, etc. Donc l'amour, de manière générale, est un thème central et un thème transversal. Au-delà de votre écriture, on voit aussi que beaucoup de jeunes écrivent sur l'amour, beaucoup de jeunes poètes donc contemporains écrivent systématiquement, on peut dire, des poèmes d'amour. Je pense que cela répond simplement à un besoin. Je disais quelque part que si les poètes chantent tant l'amour, ce n'est pas parce qu'ils sont là ils ont été subjugués par l'amour, mais c'est généralement parce que soit ils ont de l'amour à donner, soit ils ont de l'amour à demander. Donc je pense que c'est un besoin naturel d'abord que de parler d'amour, et l'amour étant ce qu'il est, je pense que c'est le début. C'est le début de ça. Il n'est pas étonnant que justement les jeunes poètes, les poètes contemporains, à chaque fois aient cette poussée d'amour. Justement, parler d'amour, mais comment parler d'amour? Est-ce que nos contemporains parlent de l'amour d'une manière différente de celle qu'employaient les classiques, ou bien c'est la même chose selon vous? Non, il y a une différence. Je pense qu'il y a même une différence fondamentale. Et ce serait même mauvais que nous autres parlions de l'amour de la même façon qu'un Victor Hugo ou d'un Ronsard. Il faut que nous aussi nous amenions notre conception de l'amour. Il faudrait que nous aussi nous amenions autant pour moi notre vécu de l'amour. Aujourd'hui, je pense que si Abdel Malik va jusqu'à dire qu'aujourd'hui être subversif, c'est savoir dire je t'aime, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que autant dans le style, autant également dans le contenu que nous donnons à l'amour, il y a, je ne dirais pas changement, mais il y a évolution. Et je pense que cela, c'est de bonne guerre. Et effectivement, nous gagnons justement à ce qu'il y ait un renouvellement du discours sur l'amour plutôt que de nous caler sur les très beaux textes du reste de Ronsard, de Victor Hugo. Mais il faudrait également que nous aussi, nous ayons notre part d'amour. Voilà. Et c'est comme ça que le renouvellement
du discours fera justement vivre l'amour davantage. On parle d'amour, mais à quelle fin? Selon vous, quel peut être l'impact d'un poème d'amour sur la personne, sur la société, sur donc le climat actuel, sur la tension latente qui est au Sénégal maintenant? J'ai envie de dire qu'on parle d'amour à toute fin utile. On parle d'amour parce que nous avons besoin d'amour, Moustapha. Nous avons besoin d'être aimés. Nous avons besoin de dire que nous aimons. Je pense que c'est d'abord une question de souffle. Il nous faut de l'amour. Et au-delà de cela, il nous faut également de l'amour pour apaiser toutes ces tensions. Il nous faut de l'amour pour donner de la joie. Il nous faut de l'amour pour impulser les changements. Il nous faut de l'amour pour même la révolution. Il nous faut de l'amour. Donc, je pense que nous avons un besoin d'amour. Quelle que soit la raison, quelle que soit la fin, nous avons vraiment besoin d'amour. Je pense que c'est la base de tout. Peut-être quelquefois nous craignons justement ce besoin d'amour. Nous avons tendance à bomber le torse, à utiliser d'autres concepts, à utiliser d'autres visions, d'autres pensées. Mais je pense que fondamentalement, toutes ces pensées, toutes ces perceptions se résument en l'amour. Il faut vraiment aimer, il faut l'amour. Merci beaucoup Hassan Dieng. Je vous en prie, Moustapha. Et puis, 100 questions-réponses sur la Vierge Marie, c'est le nom du livre du père Guillaume Oussou-Kicho de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, un ouvrage qui retrace l'œuvre, la présence et l'implication de la Vierge Marie dans la vie sociale. À travers ce livre de 404 pages, le père Guillaume indique que la Vierge Marie n'est pas seulement une propriété des catholiques, mais aussi de toutes les religions. Voici l'auteur au micro de Josette Kali. L'objectif du livre revient non seulement de témoigner de notre foi, mais de rendre service au peuple qui connaît la Vierge, qui veut mieux et qui doit chercher dans son inconscient à comprendre ce qu'est le mystère marial. Et dans les recherches, on a compris que ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis les premiers siècles que cette dame-là attire du monde parce que c'est la forme du féminin accomplie. C'est pour que les chrétiens ne soient plus divisés, pas seulement les chrétiens. L'objectif pour moi, c'est faire comprendre à tout le monde, à l'humanité, le don qu'est la Vierge Marie pour nous. Les chrétiens ne devraient pas être divisés à ce sujet. Mais quand on comprend le mystère, la Vierge Marie devient l'instrument le plus efficace de l'écuménisme parce que chacun de nous, dans notre spiritualité, nous avons une affinité avec le féminin. Et pour nous, le féminin le plus accompli, c'est bien la Vierge Marie. Chers catholiques, ne privatisez pas la Vierge Marie. C'est pour tout le monde. C'est vrai que dans notre expression des fois, nous en faisons tellement une garantie catholique que les autres qui ne sont pas catholiques ne se sentent pas concernés. J'ai dit, la vie spirituelle, ça rime pas avec la compétition et la concurrence. Que ce soit du côté catholique ou du côté évangélique ou du côté protestant. Mais c'est dans un esprit communionnel que tous nous irons à la recherche du mystère qui nous est donné. Que nous le veuillons ou non, la Vierge Marie est là présente. Donc, c'est petit à petit. Il ne faudrait plus ces questions des débuts de siècle. Aujourd'hui surgissent encore, mais de ce côté-là. Mais on sent beaucoup plus, ça devient comme un combat entre nous. Ça ne doit pas être combat. Si l'autre n'y croit pas, allons-y doucement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas compétition, ce n'est pas concurrence. Mais notre objectif en écrivant ce livre, c'est exposer quelque chose que tout le monde peut facilement lire. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.